Moi, un truc qui m'amuse beaucoup, c'est que les gens, ils sont mal à l'aise pour des choses alors qu'on ne devrait pas l'être en vrai. Genre, il y a des choses que moi, je trouve assez logiques. Genre, moi, je me trouve pas trash, tu vois. Je trouve juste que je dis des choses vraies, sauf que j'ai pas trop de filtre. Et du coup, bah, c'est juste, je regarde les gens en disant genre, ah, je t'ai dit un truc qui va te mettre mal à l'aise, mais parce que je pense que c'est vrai, et toi, t'acceptes pas que ce soit vrai. Et je vais regarder ta réaction, parce que c'est le truc le plus pur qui puisse se passer, tu vois. On a cassé ta petite bulle parfaite de filtre. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Fanny Ruet, merci d'être là, bonne écoute. Oh là là, ça fait plaisir. Guy et Jérémy m'ont dit, quoi que tu fasses, tu démarres avec un truc léger, qui met tout le monde d'accord. Donc, à partir de combien de temps on peut supprimer de ses amis Facebook les gens qui sont morts ? C'est une vraie question. À partir de combien de temps on peut supprimer les gens morts de nos amis Facebook ? Parce que genre, c'est chiant, en fait. Parce que c'est tous leurs proches qui postent des trucs genre « Ah, tu nous manques et tout. » Et la frère, il est mort, il ne te lit pas. Et moi, ça me dérange vraiment. Et donc, c'est une vraie question, mais d'un côté, c'est un peu abrupt d'arriver avec cette question dans un festival de comédie. Et donc, il faut un truc pour que les gens ils sachent que c'est pas grave, tu vois. Mais pourquoi ce sujet plus qu'un autre ? Parce que tu te dis quand même que c'est un sujet où les gens vont faire Ouais, mais ça, depuis le début, ma prod me dit honnêtement, je le sens pas pour démarrer. Et moi, je suis là, non, t'inquiète. En plus, il n'y a rien de plus angoissant, je trouve, que le profil Facebook de quelqu'un qui est mort, parce que toi, tu sais qu'il est mort, mais Facebook, il sait pas. Donc Facebook, chaque année, il t'envoie « Oh, c'est l'anniversaire de Didier !» Et toi, t'es comme « Ah, pas tant. » Dernière fois que je l'ai vu, c'était lui la bougie, donc... Et c'est vraiment un sujet que tu as trouvé en ayant quelqu'un qui était mort. Mais ouais, mais c'est un truc que je me pose souvent comme question, parce que là, je me rends compte que j'ai de plus en plus de gens qui sont morts dans mes amis Facebook. Et à un moment, ça va poser problème, en fait, genre... Mais non, mais ça, c'est un vrai truc. Et puis, je trouve... En fait, moi, ce qui me faisait le plus rire, c'est l'angle qui est de dire pourquoi les arnaqueurs, ils utilisent pas ça, ils envoient un message à la famille, enfin, genre, ils craquent le mot de passe de la personne. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi les arnaqueurs, genre les gens qui essayent d'escroquer d'autres personnes sur Internet et tout, pourquoi ils utilisent pas le profil Facebook des gens morts. Genre, je m'explique, ils craquent leur mot de passe, ils se connectent sur leur compte, et puis ils envoient un message à leur famille, genre... Tu vas jamais me croire. Il m'est arrivé une bricole. J'ai vraiment besoin de 30 000 € pour sortir d'ici. Je suis sûre à 70% que ça marche. C'est horrible. Mais oui, c'est horrible. Mais il y a une sorte de désespoir qui est tellement forte, tellement fort que, évidemment, que tu le fais. Enfin, et moi, je trouve ça fou, en fait. Mais si tu décides de rentrer avec ça, est-ce que ta volonté, c'est aussi d'aller choquer les gens ou en tout cas d'aller les mettre dans ta position ? C'est-à-dire un peu dans l'humour que tu défends quelque part. C'est-à-dire que tu rentres et tout de suite, on présente le personnage. Alors oui, mais j'aime bien ce truc d'arriver un peu en porte-à-faux comme ça du truc, mais aussi parce que je trouve ça vraiment drôle à imaginer, quoi. Et vraiment, mais en fait, je trouve que ce qui est le plus drôle, c'est ceux qui jouent sur les cordes sensibles des gens. Et là, en l'occurrence, le deuil, la souffrance et tout, c'est une putain de bonne corde. Donc quand t'arrives et que t'appuies là-dessus, moi, c'est ce qui me fait le plus rire, quoi. C'est un peu le rire du désespoir, comme ça. Oui, mais tu pourrais aussi, tu vois, arriver sur scène en disant « Allez, les gens, ils ont envie de passer un bon moment, ils ont envie d'oublier leurs soucis. » C'est pas mon problème. On va parler santé mentale, les amis, on va parler santé mentale. Je n'ai aucune légitimité à parler de santé mentale. Moi, j'ai pas de formation en psychologie. Je suis plutôt de l'autre côté de la barrière, le côté où on saute. Mais ouais, on va parler santé mentale. Et je sais que je vais rien dire de novateur là-dessus, je vais rien dire qui va à contre-courant, machin, parce que je vois pas l'intérêt de jeter un pavé dans la mare si c'est pas pour s'y lester. Mais mon avis de meuf qui a beaucoup trop de temps libre pour penser à ce qu'elle ressent, c'est que la thérapie, ça devrait être entièrement gratuit pour tous et limite obligatoire, en fait. Et les gens qui veulent pas, on leur tend un piège. Mais c'est quand même des sujets que tu abordes où les gens, ils sont là « Ah,
Tu vois, genre, il y a quand même plein de gens qui n'ont pas réglé des thérapies, tu vois. Et du coup, mais ça, c'est leur problème, pas le mien. quand tu avances ce sujet, tu peux effectivement avoir un peu de tu vois, un public qui se raidit, quoi, quelque part. Ouais, bah, c'est normal. Et est-ce que c'est quelque chose que tu t'amuses à aller chercher? Bah, oui et non, parce que en fait, pour moi, je suis tellement dans une bulle de gens privilégiés pour qui la thérapie c'est normal et tout le monde y va, que j'ai tendance à oublier que pour les gens ça peut être un tabou, tu vois. Donc pour moi c'est normal. Et donc moi mon point c'est pas de parler de thérapie en disant genre oh là là. Moi mon point c'est de dire vas-y on fait un escape game basé sur la thérapie. Pour moi c'est vraiment ça le cœur du truc et c'est là où je veux arriver. Et il se trouve qu'il y a un peu d'embûches sur le chemin. C'était le sujet principal pour toi de ton passage, c'est vraiment. Pour moi le truc principal c'est l'escape game. C'est pas tout le reste. Mais en gros mon idée c'est de créer un escape game thérapeutique. Donc on t'enferme dans une pièce qui est la représentation de ton cerveau. Et donc au mur, il y a des photos, il y a des souvenirs et tout, et tu dois relier tes traumatismes d'enfance à tes comportements problématiques actuels. Et tu n'es autorisé à retourner dans le vrai monde que quand tu as tout résolu. On va pas se mentir, des gens qui y mourraient. Mais ce serait trop bien. En vrai, tu devrais trouver des codes, des combinaisons et tout. À un moment, il y a une combinaison que tu dois trouver, c'est le nombre de fois où tu t'es remis avec ton ex juste parce que tu avais peur de finir seul. C'est un code à 3 chiffres. À un moment, il y aura un coffre-fort qui contient ce qui t'empêche d'être heureux, et puis quand tu l'ouvres, tu fais putain, pourquoi il y a un miroir? Est-ce que c'est une blague extrêmement profonde ou est-ce que c'est juste une blague sur le fait que si t'es triste, c'est parce que t'es moche? Personne ne sait. Et à la toute fin, quand t'as tout résolu et tout, tu trouves la clé, sauf qu'en fait, tu réalises qu'il n'y a pas de porte parce que c'est jamais fini. Ça va ou? Et ouais, je savais que parler de santé mentale, j'allais pas me choper une hola à la fin et que les gens, ils allaient pas être zinzin. J'avais envie vraiment de défendre des choses qui me plaisent et qui me font rire. Et en l'occurrence, les blagues de santé mentale et de suicide, j'adore ça. Le texte, il me plaît vraiment et c'est ça que j'ai envie de montrer de moi, en fait. Parce que vu que je faisais 4 captations, je voulais être sûre qu'il y ait une vidéo vraiment bien qui sorte. Mais justement, c'est pour ça que j'ai fait 2 textes, en fait, parce que pour moi, mon préféré, c'était celui-là. C'était où j'arrivais en faisant genre « Ah, nanana, les gens, ils sont morts, et on va parler de santé mentale. » Mais à côté de ça, je voulais un peu sécuriser en me disant, si ça marche pas, ou si les gens trouvent ça un peu trop abrupt, bah, j'ai un autre texte qui est un peu plus chill, et là où c'est un peu des blagues, il y a beaucoup de blagues de cul, il y a beaucoup... Voilà. J'ai rompu avec mon copain l'année dernière, parce qu'on n'arrêtait pas de s'engueuler, il me reprochait plein de trucs, il était là, ouais, arrête d'utiliser ma brosse à dents pour nettoyer ta cup. Non mais il est maniaque. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur certaines vannes qui m'ont fait beaucoup marrer, genre la brosse à dents et la cup. Ouais. Comment tu trouves ça? Devant ton ordi en pensant à plein de choses? Non, non, alors ça... C'est écouté par combien de personnes ton truc? Mais en vrai, c'est juste parce que c'est une des méthodes pour nettoyer une cup, c'est la brosse à dents. Bah, je savais pas. Eh ben si, en fait, t'as des trucs, tu les... je sais plus comment ça s'appelle, mais tu mets une pastille de trucs pour vraiment les désinfecter et tout. Mais en plus de ça, tu peux utiliser une brosse à dents. Et du coup, mais moi, la première fois où je me suis retrouvée à faire ça, je me suis dit, mais imagine, je la mets à la place de celle de mon mec, ce serait incroyable. Ce serait horrible, mais incroyable en vrai. Et donc, c'est juste là-dessus, genre, c'est pareil, j'ai une vanne sur... le fait que quand t'es sous, tu prends un saladier à côté du lit, mais en fait, peut-être c'est une passoire. C'est une fois, j'étais ivre et j'ai failli confondre les deux. Et du coup, je me suis dit, mais putain, c'est incroyable en fait. Je pense qu'il y a un seul moment où j'aimerais bien ne pas vivre seule, c'est quand je rentre chez moi le soir après une soirée déglinguée, j'ai beaucoup trop bu, je sais que peut-être je vais être malade, donc je prends le saladier à côté du lit au cas où je vomis. Là, j'aimerais être avec quelqu'un qui me dise, attention Fanny, c'est pas le saladier, c'est la passoire. Ah, donc c'est des moments que t'as vécu un peu. Bah, c'est des moments proches de ceux que j'ai vécu, ouais. Que tu viens un peu. Ouais, d'accord. Ouais. Et après, t'enjolives et tu romances un peu, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression des fois que quand les vannes sont très très écrites. Ah ouais, mais non, souvent, disons que c'est des notes dans mon téléphone qui viennent de trucs que j'ai vécu et après, je les mets ensemble au final. Mais là, pour 5 anecdotes gardées pour un sketch, j'en ai vécu 12 000, tu vois. Comment tu te dis cette anecdote, elle est mieux que celle-là? Quand c'est un truc qui me reste vraiment en tête et dont je me rappelle souvent. Genre, j'ai des trucs, ça fait des mois que je me dis, mais ça va être un jour, ça sera fantastique. J'ai pas encore trouvé comment, mais un jour, ce sera bien. Et là, bah, je sais que je vais la garder.
J'aime pas quand les gens ils viennent chez moi aussi. J'aime pas ça parce que j'ai un côté très première de classe comme ça, très maniaque et tout. Genre, je suis du genre à demander un ticket de TVA à mon dealer. J'adore trier les documents. Putain, les sans-papiers, ça me déprime. Ils ont rien à trier. À part leur trauma. À chaque fois que je te voyais sur scène où tu balançais une vanne, tu laisses un peu le temps en fixant bien droit dans les yeux le public, avec un petit sourire en coin. Ça, c'est quelque chose qui est travaillé. Ouais, en fait, moi, un truc qui m'amuse beaucoup, c'est que les gens, ils sont mal à l'aise pour des choses alors qu'on ne devrait pas l'être en vrai. Genre, il y a des choses que moi, je trouve assez logiques. Genre, moi, je me trouve pas trash, tu vois. Je trouve juste que je dis des choses vraies, sauf que j'ai pas trop de filtres. Et du coup, bah, c'est juste, je regarde les gens en disant genre, ah, je t'ai dit un truc qui va te mettre mal à l'aise, mais parce que je pense que c'est vrai, et toi, t'acceptes pas que ce soit vrai. Et je vais regarder ta réaction, parce que c'est le truc le plus pur qui puisse se passer, tu vois. On a cassé ta petite bulle parfaite de filtre. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, donc tu viens quand même chercher la gêne chez les gens. Bah ouais, j'aime bien, parce que c'est... Je sais pas, c'est mieux quand les gens, ils ont pas de filtre. Est-ce que t'es aussi trash, mine de rien, que ce que tu peux mettre dans tes textes dans la vie ? Est-ce que dans la vie, tu regardes les gens dans les yeux, tu leur poses des questions sur leur vie et ça les met mal à l'aise ? Ça m'arrive, mais c'est quand même rare parce que y a un truc de quand t'es sur scène, tu prends de la place et là, c'est ton moment. Mais du coup, j'ai tellement d'attention, tellement d'amour quand je fais des projets en public que quand je suis en privé, c'est bon, je vais juste me contenter d'être là, tu vois, et c'est déjà bien. Et d'ailleurs, ma copine m'a dit il y a pas longtemps, mais meuf, les seules fois où je t'entends parler, c'est quand tu joues. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus timide, beaucoup plus réservée quand je suis en privé et que j'ai pas bu. Parce que genre, c'est bon, quoi. J'ai déjà assez d'attention dans mon travail. Donc là, c'est bon, je peux juste écouter au lieu de parler. Et putain, qu'est-ce que c'est chouette d'écouter au lieu de parler. Je sais que je pourrais faire... Je pourrais faire comme si ça m'allait bien, hein. Je pourrais prendre sur moi, je pourrais me dire ouais, nan, mais j'arrive pas à faire semblant. Je sais pas mentir, c'est horrible, je sais pas mentir. Et j'ai toujours peur que les gens ils pensent que je mente alors que je mens pas. Genre, situation débile, je suis dans le métro, il y a un contrôleur, je suis pas bien. J'ai un ticket et tout, mais je suis pas bien, il arrive, je commence à transpirer, j'ai tellement d'auréoles, on dirait un ange, ça va pas du tout, je suis pas bien. Et j'ai trop peur que le mec il pense que j'ai un faux ticket. Et donc j'ai trop envie de crier genre non, c'est pas un faux ticket, ok ? Sauf qu'il y a rien de plus suspect que ça. C'est comme le premier mec qui a créé l'expression en tout cas, faut pas pousser mémé dans les orties. Et sa famille, elle a fait bah non. Pourquoi ? Je sais pas. Claude ? Où est mémé ? Il y a aussi une autre vanne que moi j'aime bien, c'est « faut pas pousser Moumé dans les orties », qui est une expression suspecte, parce qu'elle est plus jouée et elle est un peu différente de toutes les autres vannes que tu fais sur... Ouais, mais ça j'ai hésité à la garder justement pour Montreux parce que c'est beaucoup plus joué. Et moi j'ai l'habitude de m'appuyer sur mon texte et de me dire, même si les gens rigolent pas, moi j'ai confiance en mon texte, j'ai confiance en ce que j'ai écrit. Là, absolument tout est sur le jeu. Parce que l'idée, elle tient en une phrase, c'est que c'est quand même chelou comme expression, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, j'ai du mal à m'appuyer vraiment sur l'attitude et sur la façon de le jouer. Et donc, c'est un peu un truc qui me fait flipper parce que si les gens rigolent pas, bah, j'ai rien derrière lequel me retrancher, tu vois. Non, j'essaie vraiment de m'entourer de gens qui prennent soin de leur santé mentale et tout, en théorie. En pratique, dès qu'une personne est toxique, j'arrive dans sa vie en mode « Hey !» Surtout avec les filles, honnêtement, parce que je mange à tous les râteliers, et les filles... En général, le premier truc que je regarde chez un mec, c'est sa sœur. Mais donc... Il y avait aussi le premier truc que je regarde chez un mec, c'est sa sœur. Oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Mais ça, c'est... Ouais, je sais pas. Tu sais pourquoi je l'aime beaucoup ? Parce que j'ai l'impression qu'elle est très simple, alors qu'en fait, je l'ai jamais entendue, tu vois ce que je veux dire ? Ah mais évidemment qu'elle est très simple. Elle est vraiment toute bête, mais... Mais il fallait y penser quand même. Ah, mais à un moment, le vécu, il te rattrape. Hein. Encore
Encore une fois, t'as vécu la situation. Bah, mais là, oui, totalement. Et c'est ce truc de les gars, ils me parlent et moi, je suis comme ouais, mais je préfère ta meuf, en fait. Je préfère ta mère. Ouais, non, mais ça, c'est le genre de truc, quoi. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'étais avec ma copine et on boit un verre. Et là, il y a un mec qui se met à notre table. Genre, il met sa main sur sa cuisse. Et moi, j'étais comme, mais mec, c'est ma meuf. Quid. Et il y a ce truc de, ouais, un peu cette situation bizarre de quand les gens, ils se rendent pas compte que t'es absolument gay et qui. Ouais, mais c'est assez marrant. Ça donne et tu dis pas sur scène que t'es absolument gay? Bah parce que c'est pas vrai à 100%, enfin genre ça dépend. Non, mais tu parles même de bisexualité si je... Ouais, ça j'en parle dans mon spectacle, mais dans les sketchs simples, enfin dans les sketchs un peu plus courts, je fais 2-3 mentions à ça, mais en fait pour moi c'est pas un sujet, tu vois, c'est genre je parle d'histoire d'amour ou de sexe et des fois c'est des filles, des fois c'est des mecs, mais j'ai pas envie que ce soit un sujet en soi. C'est pas quelque chose qui te prend plus. Ouais, non, j'ai pas envie de partir en mode porte-étendard. Moi, je veux juste raconter des blagues et c'est tout, quoi. Des blagues, des fois c'est des ciseaux, des fois c'est des bites. Les filles, il suffit qu'il y en ait une qui soit un petit peu mignonne, elle me tient à la porte et là j'ai envie qu'on joue à pierre, papier, ciseaux, mais sans pierre et sans papier. Ouais, non, j'ai envie qu'on adopte une gerbille et tout. Surtout si la fille s'en bat les couilles de moi. Oh putain. Moi, une fille qui répond pas à mes messages pendant 3 jours, je sais que c'est la bonne. Tu me ghostes, j'ovule, c'est la règle. Mais tu me ghostes, j'ovule. Mais c'est tellement un truc classique de personnes qui aiment les gens toxiques et cours, moi je te fuis. Non, fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Ouais, c'est tellement classique des gens de notre génération. On sait pas ce qu'on veut et du coup. Mais ce qui est marrant, c'est que le sujet effectivement est classique. Moi aussi, on peut comprendre ce sujet-là, mais en même temps, je vais pas avoir cette blague-là, tu vois. Donc comment elle vient comme ça, juste parce que brainstorm, machin, etc. Parce que tu t'enchaînes plein de vannes et puis d'un coup, bam, ça sort. Ouais, je pense que pour ce passage-là, j'ai dû écrire beaucoup de trucs. Et puis j'en ai gardé quelques-uns. Mais ça... Est-ce que tu te donnes la possibilité, par exemple, dans un comedy club, si tu fais ton passage, de te dire là, je sens que je suis sur un petit nuage, je vais continuer à faire des vannes, tu vois, pour peut-être essayer des trucs. En impro ? Ouais. Ouais, en impro, là. Mais en comedy club, vraiment, je me permets des trucs. Dès que j'ai une idée, j'y vais. Tant pis, quoi, tu vois. Si ça prend pas, ça prend pas. En soi, bonne ambi, comedy club, machin. Mais dans tous les cas, j'ai écrit beaucoup plus que ce que j'ai gardé ce soir. Il y a plein de trucs que j'ai... Logiquement, le passage sur le fait que je sais pas mentir et m'aimer dans les orties, machin. Après, il y avait toute une suite où je reprenais ce personnage de Claude qui prend les expressions au premier degré. Et il y avait genre 2-3 callbacks là-dessus. Et j'enchaînais sur la blague du loup-garou, machin, et Claude jouait au loup-garou. Et enfin, tu vois, il y avait tout un truc beaucoup plus long là-dessus, mais à un moment, en fait, il fallait garder 7 minutes pour Montreux. J'ai gardé ce que je trouvais le plus direct et ouais, le plus simple et le plus efficace, quoi. Quand tu dis qu'il fallait trouver 7 minutes pour Montreux, c'est des choses que tu as trouvées pour Montreux ou c'est des choses qui étaient un peu dans ton spectacle, ou en tout cas que tu avais déjà écrit? En l'occurrence, je pense qu'il y a, sur les 14 minutes que j'ai faites à Montreux, je pense qu'il y a 3 minutes qui sont dans mon spectacle. Mais en fait, je voulais pas, vu que j'ai déjà mis, je pense, 15 minutes au total de spectacle sur Montreux, sur Internet, je voulais pas continuer à mettre des extraits parce que sinon, les gens, ils n'ont plus aucun intérêt à venir le voir en salle. Et donc, je voulais mettre du nouveau et puis peut-être du matériel qui me ressemblait plus aujourd'hui, vu que le spectacle, je l'ai écrit il y a 2 ans. Okay. Et donc, je voulais un truc un peu plus moderne, qui colle un peu plus à mes réflexions actuelles. Et donc là, j'ai écrit ça cet été. Je voulais vraiment avoir du nouveau et ouais. Voilà. Finalement, est-ce que cette phrase n'est pas déjà assez longue ? Pour la première fois de ma vie, j'ai emménagé seule. J'ai emménagé seule et j'ai réalisé à quel point c'était fantastique d'emménager seule. Genre, maintenant, je peux masturber dans toutes les pièces. Maintenant, je sais à quoi servent les accoudoirs des canapés. Et je sais pourquoi les housses sont lavables. Attention, lavable ne veut pas dire laver. C'est marrant parce que j'ai vu que tu avais fait des grandes études, enfin on peut appeler ça comme ça. Non. Non. J'ai fait de la com. Donc ouais. Mais t'as fait bac et t'es allé prendre. J'ai fait un master, ouais, t'as fait quand même un master. C'est pas tout le monde. C'est long. En termes de taille, c'est des grandes études. En termes de sérieux, c'est pas. Donc du coup, comment t'es arrivé de ça à je me masturbe sur un canapé ? Alors.
Je pense vraiment que ça va ensemble. En général, quand on fait des études et qu'on part quand même sur un parcours, on se dit que potentiellement on va travailler dans ce milieu-là. Et quand on fait un virage aussi, c'est quand même un virage à 90 voire 180 degrés que de monter sur scène et de parler de. Ouais, mais d'un côté c'est de la com, donc ça va, tu vois. C'est pas comme les gens qui font médecine ou droit et tout. La com, c'est quand même très très ouvert, et donc tu sais que quand tu te lances là-dedans, t'as 1000 choses à faire derrière. Mais moi, le truc, c'est que j'ai fait un master en relations publiques, gestion de crise, et j'ai fait ça pendant 6 mois. Et je me suis rendu compte que je détestais ça. Okay, et qu'il y avait un truc hyper fake, en fait, dans le fait de relations publiques. Tu dois aller brosser des journalistes dans le sens du poil pour qu'ils parlent des choses que toi, tu défends et tout. Et c'est insupportable. Et moi, je me retrouve pas du tout là-dedans. Et donc, après 6 mois, je me suis dit, putain, mais j'ai fait 5 ans d'études pour faire un truc que je déteste. Quid? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que j'aime? Ouais, qu'est-ce que j'aime? Parce que là, vraiment, j'avais un chemin qui était un peu tout tracé. Et là, j'ai fait, oh putain, merde, en fait, pas du tout. Et t'aimais déjà le stand-up quand tu faisais des études? Je regardais un peu. J'étais un peu pote avec Dan Gagnon, qui est un humoriste québécois qui vivait en Belgique. Et donc, j'allais souvent au Comedy Club et tout. Mais c'était vraiment un truc que j'aimais regarder. Ouais. Je commençais à regarder un peu des specials sur Netflix et tout, mais c'est tout. Mais là, le truc, c'est que j'ai fait donc ce métier pendant 6 mois. J'ai réalisé que je détestais. Et puis, pendant 6 mois, Ouais. Et puis, j'ai réalisé... j'ai passé 6 mois après avoir arrêté staff. J'ai passé 6 mois à juste me demander, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'était horrible. Vraiment, je savais pas quoi faire, et j'étais très très triste et vide comme ça. Et puis là, je me suis dit, ok meuf, là ça marche pas. Ce que t'as prévu, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire des choses qu'on n'a jamais faites, juste pour se sortir un peu de la léthargie dans laquelle j'étais, en fait. Et donc j'ai commencé à faire des trucs que j'avais jamais fait. Genre, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du stand-up, et là j'ai fait le stand-up une fois en me disant vraiment c'est un one shot. Et puis j'ai réalisé qu'en fait c'était marrant parce que c'est un exercice intellectuel, en fait. T'écris un truc en pariant que ça va marcher. Puis après tu fais ouais mais attends, mais là je vois là où je pourrais modifier, je vois où je pourrais améliorer. Donc tu le refais une deuxième fois en disant ok là c'était mieux, mais ça je pourrais changer. Non. Et puis au final ça fait 3 ans et t'es à Montreux. Pour toi ça paraît peut-être logique, mais en vrai il y a beaucoup d'humoristes, ils parlent de sujets et puis en fait ils oublient des vannes qui étaient pas bien parce que en fait ça les a pas marqués, donc du coup et ils construisent un peu leur texte comme ça. Toi j'ai plus l'impression que ça se rapproche peut-être d'un Thomas Wiesel ou un truc comme ça où c'est vraiment de l'écriture pure devant un ordinateur, quoi. Ouais, moi donc, moi du coup, je suis tu te fais quand même vachement confiance à tes vannes. Tu les testes en Comedy Club? Ouais, je les teste un peu, mais moi c'est sûr que je suis beaucoup plus dans l'écriture que dans le jeu, quoi. Ça se sent, et vraiment je préfère 1000 fois écrire que jouer. Ouais. Parce que je sais pas, c'est ce que je préfère, c'est vraiment mettre le bon endroit et vraiment essayer de trouver des angles un peu marrants et tout. Et en effet, avec Thomas, on est, je pense, assez similaires dans nos façons de fonctionner. Parce que pour nous c'est pas inné, en fait, de monter sur scène. Déjà je pense que c'est inné pour personne de monter sur scène et de parler à des inconnus en disant genre je vais te raconter des trucs un peu honteux mais tu vas rire, allez. C'est pas normal, en fait. Et surtout pour nous, même pour Guillermo et tout, on n'est pas des gens extrêmement extravertis, donc c'est assez compliqué. Et l'écriture c'est un peu là où on sait qu'on peut se faire confiance, en fait. Ouais, mais en même temps ça peut faire peur. Tu vois ce que je veux dire? T'es devant une page et tu te dis putain mais de quoi je vais parler, quoi. Ouais, ça c'est le problème quand tu dois écrire beaucoup, et genre les chroniques chez France Inter et tout, c'est un peu une angoisse pour ça, de chaque semaine devoir écrire un truc, alors que en stand-up tu peux beaucoup plus te laisser le temps et te dire dès que j'ai une idée, je crée un nouveau truc, mais c'est pas obligatoire. Tandis qu'en chronique radio, t'es obligé chaque semaine d'avoir une bonne idée, ce qui est rarement le cas, en vrai. Et tu parles, quand t'as une idée, tu pars du sujet. C'est-à-dire, par exemple, le célibat, la thérapie, etc. Enfin, tu vois, le sujet. Ou quelque chose qui t'a amusé et que tu viens construire et broder pour l'amener. Souvent, c'est plutôt d'un truc que j'ai trouvé marrant. Ok. Genre là, ou vraiment un angle assez abstrait, tu vois. Mais genre, là, par exemple, il y a une chronique Inter que j'aimerais bien faire pour dans 1 semaine ou 2, je pense, juste avant Noël. C'est de dire, on fait toujours des blagues sur l'oncle raciste au souper de Noël. Ouais. Mais dans 30 ans, c'est nous. Et du coup, on sera facho de quoi dans 30 ans? Qu'est-ce qui va nous saouler, tu vois? Et vis-à-vis de quoi on sera intolérant? Et ça, tu vois, c'est juste un truc que je trouve marrant.
j'ai l'idée, mais j'ai encore rien dedans, tu vois. Comment juste... après tu brainstormes un peu autour de cette idée, tu vas te poser plein de questions, tu vas essayer de faire plein de trucs, tu vas regarder des films, tu checkes des trucs. C'est vraiment, je me mets devant une feuille et je me pose plein de questions, genre ok, pourquoi j'ai pensé à ça, comment ça peut évoluer, vraiment des listes à puces. C'est assez scientifique, mine de rien. Je pense que c'est plus de travail et d'écriture, en tout cas moi dans la façon dont je le vois, c'est plus de travail que ce que les gens imaginent en général. Quand j'ai rompu avec mon mec, j'ai fait ce qu'a fait n'importe quelle personne saine d'esprit. Donc j'ai tenté de noyer la tristesse dans du sexe avec des inconnus. Puisque quel meilleur lubrifiant que les larmes. Et j'ai vaguement essayé d'utiliser Tinder, parce que c'est là qu'il y a l'élite. Et j'ai très vite réalisé à quel point j'étais nulle pour ça. Déjà parce que quand je vois quelqu'un qui dans sa bio Tinder, mais je recherche du fun, je lui envoie une vidéo d'un de mes sketchs. Une vue est une vue. Après, les gens, ils font « Putain, 2 millions de vues !» Oui, honnêtement, 200 000, c'est parce que j'ai souvent envie de baiser. Je vous laisse deviner à quoi correspondent les pouces rouges, mais bref. Et surtout, j'ai réalisé que j'étais nulle pour Tinder parce que je ne comprends pas les sous-entendus. Je ne comprends pas ça. Moi, si un mec me dit à 23h « On va chez toi, on joue à FIFA ?» je sors les manettes, frère. Puis une demi-heure plus tard, je comprends plus rien à ma vie, j'ai une bite dans la bouche, je suis là, mais qui veut quelle équipe? Poteau rentrant. Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup. Et s'il y avait un humoriste que tu aimerais qui est déjà passé à Montreux, ce serait qui et pourquoi? Alors là, je suis assez partagée entre le fait de dire Thomas Wiesel, parce que c'est le sang. Et aussi parce que je trouve que vous êtes assez ressemblants sur scène. Ouais, on est assez similaires sur pas mal de points. Et puis c'est quelqu'un que j'aime énormément et que j'admire beaucoup et qui bosse énormément. Enfin, parce qu'il a des problèmes mentaux, clairement. Il travaille beaucoup trop, c'est flippant. Et à côté de ça, j'ai quand même envie de dire genre Virginie Fortin ou Maud Landry ou des Canadiens, tu vois, qu'on connaît moins en Europe, mais qui sont incroyables. Ouais, Maud Landry, je m'en souviens. Ouais. Virginie Fortin, elle a fait un sketch à Montreux qui s'appelle Féminazie et qui me fait tellement rire. Ouais, je m'en souviens très bien. Moi, les Canadiens, mais je les aime tellement. T'aurais aimé écrire ce texte? J'aurais aimé écrire le premier spectacle de Virginie Fortin. Enfin, qui est le seul que j'ai vu, parce que c'est le seul qu'elle a joué en Europe pour l'instant, qui est incroyable. Et il est intelligent, il est drôle, et c'est vraiment, ça mélange toutes les choses que j'aime, et il est fou, et puis Virginie est tellement chouette. En même temps, peut-être que je suis trop féministe aussi, là. Je parle de sexisme, je parle d'égalité, je me suis pas rasé les jambes pendant 3 semaines, féministe radicale. À un point tel qu'on m'a traité de féminazie. Ça m'a fait somme toute réfléchir de me faire traiter de féminazie parce que tout ce temps-là, moi, j'avais l'impression que j'étais une sweet féministe, j'étais une gentille féministe, j'étais souriante dans mon féminisme, j'étais nuancée, j'étais comme « Excusez-moi tout le monde, mais c'est pas juste! » Et on m'a quand même traité de féminazie, alors je me suis dit « À quoi bon? À quoi bon être une gentille féministe? À quoi bon être nuancée si on est quand même pour me traiter d'extrémiste au final? » Alors je me suis dit que j'allais devenir une vraie féminazie pour faire regretter aux gens qui m'ont traité de féminazie à tort de m'avoir traité d'extrémiste. Et je vous dis que la gentille féministe que j'étais, elle va leur manquer énormément parce qu'à partir de ce soir, en tant que féminazie, je considère tous les hommes comme des violeurs. Je croise un homme dans la rue, je sais qu'il a violé sa mère et je crache au visage de tous les hommes sans même qu'il me l'ait demandé. Parce que je suis une féminazie, Heil Simone de Beauvoir. Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble une féminazie c'est une femme qui s'épile le duvet de moustache sur les côtés ici simplement. On se laisse un beau carré de duvet ici au milieu qu'on cache avec ce doigt-là parce qu'on est des féminazies.